C'est une marque dans la marque, un parfum qui porte un simple numéro et que la terre entière connaît, le numéro 5. Le numéro 5 de Chanel va bientôt fêter ses 100 ans, un siècle pour devenir un objet culte, un objet culturel, un bout de notre patrimoine. Léa Baracco. You know, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? You wear pajamas. Cette voix, c'est celle de Marilyn Monroe. A nightgown, or what kind of... So I said, Chanel number 5, because it's the truth. Quelques mots prononcés par une icône du cinéma mondial qui érige ce parfum en objet culte. Un trésor pour la maison Chanel. La marque va tout mettre en œuvre pour récupérer cette phrase, enregistrée par un Français, Georges Belmont, ancien rédacteur en chef de Marie-Claire. C'était lors d'un entretien exclusif avec la star américaine en 1960. J'ai pu enregistrer pendant des heures Marilyn Monroe et faire une espèce de longue confession, comme on appelle cela, d'elle. Nous avons retracé l'enquête menée par la maison Chanel pour retrouver cet enregistrement. Et cela nous a conduit ici, chez Sophie Belmont. Bonjour Sophie. Bonjour Léa. J'ai l'interview de votre papa dans Marie-Claire. Oh là là. C'est moi qui ai les cassettes et l'enregistrement. J'ai les bobines. Alors voilà. Il y a combien d'heures là? Oh ben, je ne sais plus, il y en a... il y avait plus de 2 heures, je sais. Voilà. Je ne sais plus dans laquelle il y a la fameuse phrase « Chanel number 5 » avec la voix suave, glamour du mythe, Marilyn. So I said, Chanel number 5, because it's the truth. Quand Chanel met enfin la main sur les bobines, la marque négocie avec Sophie Belmont l'exclusivité des mots de Marilyn. Comment ça se passe en fait cette histoire? Il vous appelle un jour, qu'est-ce que vous vous dites? Alors il m'appelle un jour, il me dit voilà l'équipe Chanel, est-ce que vous êtes la fille de Georges Belmont? Avez-vous toujours la fameuse interview de Marilyn Monroe qu'il avait fait réaliser en 1960 parce que nous aimerions faire une publicité pour le parfum Chanel numéro 5 cité par Marilyn dans cette interview. Mais j'ai dit, vous êtes sûr? Vous parlez du Chanel numéro 5? Et il me dit, oui. Et je me suis dit, mais c'est une affaire en or, ça. Voilà. Qu'ils tiennent là. Chanel? Oui. Ouais. Une affaire en or. Cet enregistrement, voici ce que Chanel va en faire en 2012. Un spot de pub événement. Chanel numéro 5, ou la construction d'une légende. Un parfum quasi centenaire qui défie le temps, des collines provençales où il est né, aux égéries de papier glacé, immortalisés par des photographes mythiques, en passant par ces spots de pub à gros budget. Comment le numéro 5 est-il entré au patrimoine de la culture? Au cinéma, les visiteurs l'adoptent. Au musée, Warhol le réinterprète. Et dans la rue, les manifestants algériens le détournent en slogan contre un 5e mandat de leur président. Fruit d'une vision artistique ou pur produit marketing, enquête sur un parfum devenu une marque dans la marque. Est-ce que vous pensez que le parfum est capital pour une femme? Ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, je vais vous dire un mot de Paul Valéry, qui disait qu'une femme mal parfumée n'avait pas d'avenir, et il avait bien raison. S'il y a bien un homme qui mesure la puissance du numéro 5, c'est lui. Hello Jean-Paul Bonjour Goude. naturel, bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Dans les années 90, le photographe Jean-Paul Goude réalise plusieurs publicités emblématiques pour d'autres parfums Chanel. En 1990 et en 1991. Pourtant,
8 ans plus tard, lorsque la marque lui commande une campagne photo pour le numéro 5, il n'en mène pas large. C'est extrêmement intimidant de travailler sur le 5 parce que c'est le produit phare de Chanel qui a une histoire et qui a une iconographie bien personnelle. Pour moi, c'était d'une certaine façon conquérir le Graal. La chose, la tabou, on ne touche pas. Évidemment, quand on vous dit du jour au lendemain, eh ben, on t'autorise à le toucher, et non seulement on t'autorise à le toucher, mais on aimerait bien que tu le rajeunisses, que tu lui donnes une petite couleur qui est la tienne. Bon, ben, évidemment, au début, on est tout content, et on est ravis, mais quand il s'agit de le faire, c'est très difficile parce qu'il y a plein d'embûches. Pour le numéro 5, il faut faire sobre. Alors l'extravagant Jean-Paul Goude va essuyer plusieurs refus. Ça, c'était la première chose que je voulais faire. Je voulais faire une piscine au fond de laquelle il y aurait, avec les petits carrés, là, la mosaïque rouge. C'était un numéro 5 qui était en bas, comme ça, puis elle nageait plus ou moins nue. Et ça n'a pas été... C'était pas l'esprit du produit. Ça, c'est autre chose. Je proposais de travailler avec les lumières de Times Square. Oui, mais encore non. La campagne qui verra le jour, la voici. On arrête les gouderies, on arrête les brancheries et on fait quelque chose de très simple. Celle-là, c'est une grande fille très belle, très naturelle, il n'y a pas un bijou, il n'y a rien. Elle a simplement son parfum, c'est tout. Et le numéro 5, c'est simple, c'est beau, c'est comme une image pieuse. Ça a quelque chose de final hein, que j'aime bien. Et donc pour vous, ça incarne bien l'esprit du numéro 5 absolument. de Chanel. Ça, voilà, je le revendique. Grasse, capitale mondiale du parfum et berceau du numéro 5. C'est ici qu'il a été créé en 1921 et c'est ici que ses principaux ingrédients continuent d'être cultivés. On en trouve d'ailleurs quelques spécimens dans le jardin du Musée international de la parfumerie, dont Chanel est l'un des 5 plus gros mécènes. En face de vous, là, vous avez l'oranger bigaradier. Ce qui est utilisé dans le numéro 5, ce n'est pas le fruit, ce n'est pas l'écorce de cette orange-là, mais c'est plutôt la fleur. Et il y a d'autres choses ici ? Alors juste derrière vous, vous avez l'iris, en fait, qui se trouve dans le Chanel numéro 5 aussi. On peut la sentir. Ça sent un peu comme de la lessive, comme on pourrait décrire ça. Oui, c'est effectivement... Ça sent un peu le linge propre. L'iris est une des matières premières les plus chères de la parfumerie. C'est combien ? Là, on est à peu près autour de 70 000 € le kilo. Ah oui, quand même. Là, Avec Grégory Couder, nous allons nous plonger dans la jeunesse du numéro 5. Une fragrance créée par le plus célèbre parfumeur de l'époque, Ernest Beau, qui va renverser la table. Chanel, quand en 1920 elle veut créer son parfum, elle va demander à Ernest Beau de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Elle dit qu'elle est créatrice et qu'elle veut un parfum construit. Donc construit comme elle va construire ses vêtements, ses robes. Elle ne voulait pas que l'on sente le muguet, que l'on sente la rose. Elle voulait vraiment que l'on sente quelque chose d'innovant et justement d'une femme, je pense qu'elle signifiait la femme moderne en fait. Et alors, pourquoi Chanel numéro 5 ? Lorsqu'Ernest Beau va lui présenter ses échantillons, donc sur lesquels il a travaillé, il va lui en présenter 10. Et effectivement, Gabrielle Chanel, sa préférence va au numéro 5 tout de suite. Et lorsqu'il lui demande comment vous voulez l'appeler, de suite elle dit on va garder ce chiffre, le numéro 5. Ce parfum avant-gardiste il y a plus de 80 ingrédients dans chacun de ces flacons. Va permettre à Gabrielle Chanel de ringardiser ses concurrents. Celui-là. Et c'est avec son flacon qu'elle va leur porter le coup de grâce. Il est à l'image de sa fragrance, visionnaire. On est dans les réserves du musée, là où personne ne peut aller, dans une personnelle, voilà, sauf nous. Un flacon manipulé avec d'infinies précautions. Celui effectivement de 1921, donc le plus ancien, le tout premier. Comme un objet d'art. Voilà. Il est tout petit. Voilà, tout petit.
On voit effectivement le monogramme Chanel ici, avec les deux C entrelacés. Et alors, sur la forme, est-ce qu'à l'époque, il tranche avec les autres parfums ? Alors effectivement, on est sur quelque chose de très rectangulaire, très géométrique. Alors en 1921, on est vraiment sur la période Art déco. Donc là, je vous ai sorti un flacon de Jeanne Lanvin Arpège qui est totalement Art déco aussi. Donc une forme très simple, mais par contre, il y a ce jeu entre le doré, le noir, quelque chose de figuratif devant, que l'on ne va pas du tout retrouver dans le Chanel numéro 5, qui justement, lui, est le plus simple possible. Gabrielle Chanel voulait qu'on voit la fragrance à l'intérieur, et effectivement, le flacon vient juste épouser, comme un vêtement, en fait, le parfum. Gabrielle Chanel est vraiment imprégnée de toute cette modernité que l'on va retrouver après au Bauhaus, aussi en Allemagne, qui ouvre en 1919. C'est là qu'on va avoir les premiers gratte-ciel, par exemple, à New York ou à Chicago. L'esthétique est au service de la fonctionnalité, et non plus l'inverse. Le flacon va traverser les époques en conservant ses lignes épurées. Mais son bouchon, notamment, va devenir plus grand. Certains y voient un hommage au graphisme de la place Vendôme, où Coco Chanel a vécu. En redoutable femme d'affaires, Gabrielle Chanel va tout faire pour que son parfum, réservé à quelques clientes fidèles, devienne une marque mondiale. Pour cela, deux frères vont jouer un rôle décisif. Les Wertheimer, une famille toujours à la tête de la maison Chanel depuis 3 générations. En 1924, Coco Chanel conclut donc un accord avec Pierre Wertheimer et son frère Paul. Les hommes d'affaires sont réputés dans le milieu de la parfumerie. Ils vont prendre tous les risques en construisant des usines où le numéro 5 sera fabriqué en quantités industrielles. Coco Chanel aura 10%. En génie du marketing, les Wertheimer vont aussi lancer une vaste campagne de pub. Ils vont faire de Gabrielle Chanel la première égérie de son parfum avec cette réclame où elle pose dans sa suite au Ritz. Le numéro 5 devient le parfum le plus vendu au monde. Mais ses effluves florales vont se transformer en relents de soufre. Une histoire que la marque n'évoque que du bout des lèvres. Pendant la guerre, Gabrielle Chanel tente de profiter des lois antisémites pour récupérer la totalité des actions du numéro 5. Un épisode sombre que le journaliste Stéphane Benamou a raconté dans un documentaire. Tous les gens autour d'elle disent « mais c'est ton nom, c'est ton idée, ce parfum, et tu n'as que 10%, mais c'est rien. » Donc elle a passé quasiment ces années 30 à vouloir à tout prix récupérer son parfum. C'est-à-dire qu'elle va utiliser les lois antisémites ? On sait maintenant qu'elle a utilisé les lois sur l'arianisation économique et qu'elle a fait une lettre en disant « en tant qu'arienne, je réclame l'entière propriété de la société des parfums Chanel qui appartiennent aux juifs Wertheimer. » Cette lettre, la voici. Je me porte acquéreur de la totalité des actions parfums Chanel qui sont encore la propriété de juifs et que vous avez pour mission de céder à des sujets ariens. Cette société n'a pu exister et se développer que grâce à la qualité de mes produits et à la renommée mondiale dont je jouis personnellement. Les défenseurs de Coco Chanel contestent l'authenticité de cette lettre qui n'est pas signée de sa main. On ne touche pas au numéro 5. La maison Chanel a d'ailleurs refusé d'ouvrir ses portes aux journalistes pour son enquête. Quelqu'un qui représentait l'élégance à la française, l'avant-garde, la modernité et tout, qu'elle se soit conduite comme le pire des délateurs, je trouve que c'est quand même quelque chose à raconter. Et ça n'enlève rien de son génie de créatrice de mode. Mais on peut dire les deux. Gabrielle Chanel ne parviendra pas à ses fins. Après la guerre, elle collaborera de nouveau avec les Wertheimer pour continuer à promouvoir le numéro 5. Mais ces dernières années, face à la concurrence, le parfum doit se battre pour rester dans le coup. À Neuilly-sur-Seine, au siège de la maison Chanel, un homme a pour mission de le maintenir dans l'air du temps. Il est l'un des rares à en connaître la recette. Olivier Polge est le nez de la maison Chanel. Voilà, donc là, ce sont des notes de production en juin 47, par exemple. Mais c'est émouvant puisque c'est signé par Ernest Beau. Le créateur du parfum. Le créateur du numéro 5. Vous êtes son héritier, finalement. En quelque sorte.
Et c'est là qu'il y a la recette aussi du Il y a numéro aussi 5. la recette du numéro 5, oui. Je peux même pas le tenir dans ma main. Si. Mais rendez-le-moi. Olivier Polge a succédé à son père en 2015. Comme lui, il a dû réinventer le numéro 5. Là, il y a tous les ingrédients du Chanel numéro 5. Il y en a 80. Par exemple, ici, vous pouvez retrouver le jasmin qui pousse à Grasse. Ça, c'est l'élément phare de Chanel numéro 5. Oui, c'est vraiment l'élément le plus important. Ah, ça sent Et qui est le plus rare. Alors oui, parce que ce sont des concentrés. C'est mais ce qu'on ça sent appelle presque l'absolu. l'huile d'olive. Non? Alors, si oui, ce sont vos mots, mais il n'y a que du jasmin là, pour le coup. Pour nous, Olivier Polge a accepté de décrypter 3 versions du numéro 5, 3 époques. Ça, c'est le Chanel numéro 5 de 1921. Voilà, ça forme d'extrait, donc une formule très concentrée en matière parfumée. Et c'est très fort. Oui. Il faut aussi se souvenir que c'est un parfum comme ça qui a été créé à une époque où on mettait comme ça une goutte. Déposé délicatement. Voilà. Et voici la deuxième version. Cette version-là date des années 80. Hein, donc c'est votre papa. Et c'est mon père, oui, tout à fait. J'ai l'impression que c'est plus sucré. Vous lui mettez quelle note à votre papa pour cette version? La 5. Et puis, il y a votre version à vous. Donc c'est le numéro 5, l'eau. 2016, Chanel veut relancer les ventes d'un parfum qui ne fait plus recette auprès des jeunes femmes. Moi, j'ai eu trop de personnes qui m'ont dit que c'était le parfum de leur mère. Et je crois qu'il faut montrer combien le numéro 5 a quelque chose à dire encore aujourd'hui. Si Chanel fait évoluer sa fragrance, c'est pour continuer à exploiter un filon lucratif. Il se vendrait plus de 3 millions de flacons de numéro 5 chaque année dans le monde. Alors pour faire perdurer le mythe, la marque mise sur de grandes signatures pour réaliser ses publicités. Luc Besson, Ridley Scott, Baz Luhrmann dans une super production qui aurait coûté 33 millions de dollars. Ou encore Jean-Pierre Jeunet. Bonjour. Léa. Salut Léa. C'est votre bureau, c'est votre lieu de travail? Ouais, c'est un hommage à Carnet-Prévert ici, vous voyez. J'adore tout ce qui est Carnet-Prévert. Vous voyez, ça c'est un chapeau des Visiteurs du Soir. Ça c'est le chapeau de Brasseur dans Les Enfants du Paradis, par exemple. Et ici, alors ça n'a rien à voir, vous voyez, c'est un faux flacon qui avait été fabriqué pour le tournage de la publicité, Chanel 5. Je ne devrais pas dire publicité d'ailleurs, en fait. Pour moi, ça n'a jamais été une publicité. C'était un court-métrage sponsorisé par Chanel. Un spot qui nous plonge dans l'univers de l'Orient Express. Un mois de tournage, 250 personnes mobilisées. Le réalisateur a carte blanche. J'avais une liberté artistique totale. Je raconte ma première idée, Monsieur Wertheimer, ouais, c'est sympa. Puis je raconte la deuxième, il me faut, ah, mais c'est super, ça c'est formidable, c'était l'idée du train de nuit. Et je dis quand même, peut-être il faudrait vous faire un budget. Et là, je vous jure que c'est vrai, Monsieur Wertheimer me fait. Donc j'ai compris qu'en fait, l'argent n'était pas tellement un problème. 2 minutes 25, qui aurait coûté plus de 10 millions d'euros. L'équivalent du budget de son film Amélie Poulain, à l'époque le plus gros succès français à l'international. Avec Jeunet, Chanel s'achète un style et l'actrice fétiche du réalisateur. On a vu des dizaines et des dizaines de très belles femmes et de mannequins qui potentiellement pouvaient... Voilà. Et puis le truc n'accrochait pas, la magie ne prenait pas. Et puis à un moment, tout d'un coup, ça a apparu comme une évidence. Elle m'a dit, mais bien sûr, ton égérie à toi, c'est Audrey Tautou. Et le couple fonctionne comme ça, donc c'est ça qu'il faut faire. En 2013, coup de com' ultime. Chanel s'offre un grand musée d'art contemporain pour une exposition consacrée au numéro 5. Un événement sponsorisé par la marque. Un produit de consommation érigé au rang d'objet d'art. De quoi continuer à nourrir la légende.